Et je vous souhaite la bienvenue, messieurs, dames. Merci d'être venus si nombreux, présents, pour cette présentation un peu particulière. Tout d'abord, donc, moi je suis hypnothérapeute, comme vous l'avez compris, à Lausanne. J'exerce depuis 6 ans et j'utilise l'hypnose et d'autres outils complémentaires dont je parlerai un peu plus loin, la PNL, l'hypnose rapide, etc., différentes approches. Et ce qui m'amène à parler de cette question aujourd'hui, le problème comme tremplin vers la liberté, c'est un peu le thème du salon, d'après ce que j'ai compris, le sens de la maladie. Enfin, j'ai vu ça sur le programme. Je me suis dit, tiens, ça c'est très intéressant, une fois, de réfléchir et d'aborder cette question, en quoi est-ce que le problème nous est utile? Et j'ai donc commencé à réfléchir à ça, et je me suis dit qu'en fait, ça correspondait bien à mon évolution de thérapeute, où au fil des années, j'ai observé effectivement qu'une des choses qu'on néglige souvent, généralement dans les thérapies, c'est l'importance de ce que le problème nous enseigne. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Au-delà des techniques hypnotiques, puisqu'il y a d'autres conférences à ce sujet, il y en avait une juste avant, sur les techniques hypnotiques, sachant que l'hypnose, j'aime à dire que c'est comme la musique, il y a des styles, des genres, il y a la musique classique, il y a le rock, il y a le rap, il y a toutes sortes de genres musicaux, toutes sortes de genres hypnotiques. Et dans chaque genre, il y a des compositeurs qui font des choses très différentes, et après il y a les interprètes qui interprètent ça très différemment. Donc vraiment, l'hypnose c'est un monde, c'est un monde. Et si vous avez une expérience d'hypnose qui ne vous satisfait pas, je ne peux que vous encourager de changer de thérapeute pour essayer une autre manière. Voilà. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Il reste quelques chaises, sinon vous serez mieux. Qu'est-ce qui m'a amené à réfléchir à cette question du sens du problème par rapport à ce qu'on cherche à atteindre? Finalement, on se rend compte dans la vie que la vie vient nous chercher un peu, la vie vient nous solliciter sur des choses qui ne sont pas toujours très plaisantes. Et on se demande pourquoi c'est comme ça, à quoi ça sert. En fait, on vient au monde, ça c'est mon avis évidemment, on vient au monde pour expérimenter la limitation. On vient avec une curiosité, probablement, pour la limitation. On est limité en termes de potentiel physique, je veux dire, on est dans un corps, on a une limite physique, une enveloppe charnelle, on a des besoins qui vont avec cette limite, hein. On doit dormir, on doit manger, pipi, caca et tout. On est aussi limité dans le temps, on est jeune, enfant, jeune, adulte, et après on vieillit, et c'est pas toujours plaisant, mais c'est toujours intéressant. Et donc toutes ces limites ont du sens. Elles ont du sens, elles ont quelque chose à voir avec le sens de la vie. Avec finalement, qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert la vie? Qui je suis dans le parcours, dans l'expérience vivante, dans l'expérience de la vie? Donc ça c'est quelque chose qui est un petit peu hors cadre par rapport à l'aspect thérapeutique de l'hypnose ou d'une autre méthode. On est déjà dans une question plus philosophique, dans une question de sens. Et il me semble, et j'observe ça depuis toutes ces années où j'accompagne des personnes, et de différentes manières, puisqu'en fait j'ai un peu des idées qui tournent dans la tête, mais effectivement ça fait 6 ans que j'utilise l'hypnose. Avant je faisais déjà des accompagnements en PNL. Bonjour. Bonjour. Il y a encore des places cachées là-bas. Oui, c'est ça.
J'ai une spécialisation en sexologie qui m'a amené à beaucoup accompagner des personnes dans leur intimité, soit leur vécu personnel, soit leur vécu en couple, donc la relation aussi, la relation de couple et tout ça. Donc ça fait longtemps en fait, ça fait 6 ans que je pratique l'hypnose, mais ça fait beaucoup plus longtemps que j'accompagne des personnes. Et effectivement, toute cette expérience m'a peu à peu amené à observer que finalement, le point commun de tous ces trucs, c'est qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait là? À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être vivant? À quoi ça sert d'avoir des problèmes? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok? Donc ça vraiment, ça c'est apparu, ça m'est apparu au fil des années, ce phénomène que nous sommes dans cette enveloppe charnelle, dans ce vivant humain, dans cette condition humaine, en train d'expérimenter la limitation. Et qu'est-ce qu'on peut sortir de la limitation, si ce n'est la liberté? Voilà donc ce qui a focalisé mon attention. Quand on travaille au niveau thérapeutique, peu importe la manière, on est toujours confronté aux émotions. Les émotions, c'est ce qui colle le souvenir dans la réalité de la personne. Si vous avez un souvenir qui n'est pas chargé d'émotions, il ne se colle pas sur le dessus de la pile. Il est juste rangé quelque part dans les zones de peu d'intérêt. Pour venir jusqu'ici, vous avez traversé un long couloir, pas très sympathique d'ailleurs, mais ça n'a pas grande importance. Okay? Donc il n'y a pas d'émotion. Ce souvenir, vous l'avez maintenant parce que ça fait juste quelques minutes, mais tout à l'heure ou demain, il aura disparu. Par contre, si en faisant le trajet, vous vous tordez le pied, ou bien il y a une plaque du plafond qui vous tombe dessus, vous allez avoir de la peur qui va coller l'émotion, et vous pouvez être sûr que dans longtemps, vous allez vous rappeler que vous avez pris une plaque de plâtre sur le coin de la tête. D'accord? Ça, c'est pour exprimer le principe que l'émotion, la fonction de l'émotion, c'est de coller un souvenir dans la pile des trucs importants à ne pas oublier. Attention, dans les couloirs sombres, on peut se prendre une plaque de plâtre. Hein? Ça va être ça le message qui est dans l'inconscient. Et ça va être un message important. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, chaque fois que vous allez vous retrouver dans un couloir un peu long, un peu serré et un peu pas trop éclairé, vous allez toujours regarder le plafond un peu comme ça. Hein? Donc, l'inconscient, une des particularités, un des rôles importants de l'inconscient, c'est de nous protéger. Et pour nous protéger, il va utiliser les émotions. Alors les émotions, il y en a 6. Les émotions, il y en a 6. Les émotions universelles. Il y en a 4 négatives et 2 positives. C'est un peu salaud, c'est pas équitable, mais c'est comme ça. Hein? Les 4 négatives sont la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Quand on parle d'émotion, on ne parle pas de construction mentale. Une émotion, c'est un truc spontané qui apparaît à l'intérieur. Confronté à une situation XY, genre une plaque de plâtre qui vous tombe dessus, vous ne choisissez pas l'émotion, d'accord? Elle va apparaître spontanément. Vous allez avoir peur, et possiblement, vous allez être en colère après. Parce que, quel est le crétin qui a si mal collé cette plaque de plâtre, d'accord? Donc vous allez avoir une ou plusieurs émotions, et ça c'est un truc encore simple, hein. Je ne parle pas de trauma grave, accident, maladie, meurtre, et tout ce qui peut arriver de terrible dans la vie. Donc l'émotion va coller le souvenir dans les trucs danger, attention, d'accord? Et vous connaissez tous et toutes, je pense, les cols à 2 composants, hein, genre araldite, on mélange 2 composants et ça donne une colle encore plus forte. Donc 2 émotions, peur et colère, ou plus 2 émotions, 3 émotions, peur, colère, tristesse, ou dégoût, 4 émotions, et vous tombez là dans des traumas très profonds avec les 4 émotions négatives liées. Okay?
colle à 4 composants. Donc ça, c'est du très résistant. Il faut trouver un moyen de dissoudre ces colles. Okay. Il y a quand même 2 émotions positives. Je rappelle, une émotion, ce n'est pas quelque chose que vous choisissez, c'est quelque chose qui vient spontanément. Les 2 émotions positives, c'est la curiosité et la joie. Vous ne choisissez pas d'être joyeux ou curieux. Vous êtes dans une situation qui vous met en joie ou qui vous rend curieux. Tout d'un coup, ah, ça m'intéresse. Okay. Par exemple, on dirait, oui, non, mais il y a l'amour. Hein, on serait tenté à dire ça. Parce qu'on est tous des romantiques en Occident, on a été formatés pour ça. Mais l'amour, c'est une construction à partir de ça. Quand vous rencontrez quelqu'un qui éveille votre curiosité, vous trouvez la personne intéressante, vous avez votre curiosité, et en plus cette personne vous met en joie, ça fait une double colle de composants de bonne combinaison qui fait que vous allez construire de l'amour pour cette personne, ou pour cette situation, ou pour ce job, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est les émotions, et les émotions, c'est très très important. Ce qui se passe par rapport à ces émotions, c'est que il faut peut-être juste parler un tout petit peu du cerveau ici, c'est que on va pouvoir diviser un peu ce qui se passe dans notre cerveau en 3 plus 1 catégories. On va avoir le cerveau conscient, alors, ce qu'on appelle le conscient, qui est logique, analytique, linéaire, qui réfléchit. C'est le truc super idéal pour faire la comptabilité ou pour faire la liste des courses, etc. Tout ce qui est pratique. Hein. Le conscient. Ce qu'on connaît, ce à quoi souvent on s'identifie. C'est seulement 7% de l'activité neuronale. C'est assez peu quand même. En dessous, on a le subconscient. Environ 25% de l'activité neuronale. Le subconscient, c'est l'interface entre le conscient et l'inconscient profond. Là-dedans, des fois on capte des trucs, on peut travailler là-dedans avec l'hypnose ou avec d'autres méthodes. On est dans des zones accessibles encore, pas très facilement, mais accessibles avec certaines méthodes. Et après, il reste quasiment 70% d'inconscient total. Là-dedans, aucune idée de ce qui se passe. On est complètement sous le radar. Hein. Cet inconscient, dans cet inconscient-là, sont stockés les émotions, les souvenirs, les milliards de souvenirs, avec tous les détails environnants, sont stockés là-dedans. C'est aussi dans cette partie que l'inconscient, ce qu'on va appeler aujourd'hui inconscient, parce qu'évidemment on peut jouer toujours sur les mots, mais dans ce cadre-là on va appeler ça comme ça, cette 3e couche. Là-dedans, il y a aussi toute la gestion du système neurovégétatif, enfin tout le conditionnement physique. Vous n'avez pas besoin de penser pour faire battre votre cœur. Moi, je n'ai pas besoin de penser pour tenir debout. C'est acquis, c'est engrammé à l'intérieur, et il y a tous ces fonctionnements automatiques qui se font à partir de cette zone-là. C'est aussi la zone dans laquelle il y a toute la créativité, tous les possibles. Donc, dans cette zone, on va générer du mouvement, des facilités, des possibilités, donner de la fluidité à cet espace pour que cet espace puisse s'exprimer. Encore une fois, moi j'utilise l'hypnose, la PNL ou d'autres méthodes de ce type qui permettent d'aller donner de la fluidité. Mais on ne sait pas très bien ce qu'on est en train de faire. On sait qu'on donne des possibilités d'ouverture, de souplesse à cette zone, mais on ne peut pas diriger vraiment ce que ça fait. C'est trop profond, c'est trop inconscient. Par contre, ce qu'on sait, pour le constater sans cesse, c'est que l'inconscient, c'est notre meilleur ami. Il fait toujours pour notre meilleure survie, pour notre meilleur confort, pour notre meilleure réalisation et épanouissement. Sauf que ce brave inconscient, j'allais dire, il est un peu crétin, c'est pas très gentil de dire ça, mais il est un peu comme, il obéit aux ordres, ok? C'est un peu, moi il me fait penser au videur, le gros bras qui est devant les boîtes de nuit, puis qui est chargé de faire régner l'ordre. Hein? S'il y a quelqu'un qui fait trop de bruit, il le met dehors, voilà. On lui a dit, tu fais ça, il fait ça.
ou comme le soldat qui garde la porte de la tour du château, et on lui a dit, personne ne doit passer. Et même s'il y a le feu au château, il laisse personne passer. Il applique rigoureusement un programme. On peut aussi le comparer à un programme informatique. Il est fait pour faire ça. Il le fait. Donc c'est le programme, le problème de l'inconscient et du travail avec l'inconscient, c'est d'arriver à mettre à jour le programme, en fait. Ou à redonner un nouvel ordre à ce soldat. Plus souple, plus ouvert, plus libre, en disant, ok, personne ne doit passer dans ce sens, mais dans l'autre sens, oui. Ou alors, dans aucun sens, sauf s'il y a le feu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On va remettre à jour un programme. Ça, c'est l'idée. Je parlais de 3 zones plus une. Le plus une est un peu plus difficile à capter ou un peu plus difficile à exprimer. C'est ce qu'on pourrait appeler la conscience. La conscience. Il y a le conscient, le subconscient, l'inconscient, et quelque part autour, ou quelque part, je ne sais pas trop où, il y a la conscience, ce qu'on pourrait appeler le soi, ce qu'il y a quelque part au fond de soi. Et ce soi, c'est ça qui me motive dans cette présentation aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette partie de nous qui est le véritable soi, sait où elle va. Elle sait ce qui vient, elle sait ce qu'elle veut. Sauf qu'elle passe par les différentes couches, inconscient, subconscient et conscient, pour s'exprimer dans l'existence, dans le monde, s'exprimer à travers le monde, ou face au monde, en interaction. Donc ce qui est intéressant, c'est d'observer comment le mouvement peut se faire entre une problématique ou une situation bloquée et la réalisation du soi. Je reviens aux émotions. Quand on a une émotion négative, une des 4, on va avoir tendance, il paraît logique, en tout cas pour le conscient, avoir tendance à la repousser. On ne veut pas être triste, on ne veut pas être en colère, on ne veut pas être dégoûté ou craintif, on ne veut pas ces angoisses, d'accord? Donc on va repousser l'émotion. Bonjour madame. Oui. Bien sûr, bienvenue. Je vous en prie. Merci beaucoup, bonjour. Et en ne voulant pas ça, on va focaliser en fait notre attention sur le truc. J'ai une colère, je ne veux pas être en colère. Je veux repousser cette colère. Pour la repousser, je dois porter mon attention. Si je porte mon attention, je la rends encore plus forte, plus vivante, c'est clair. L'idéal, ça serait de dire, ah tiens, j'ai une colère. Oh, il y a un petit papillon. Ça, c'est l'idéal. C'est ce que font les enfants. C'est ce que font les enfants. Ils ont une manière de vivre leurs émotions dans le présent. Ils la vivent. Et après, un petit papillon. Vous voyez le truc? Nous, on ne sait plus faire ça. On a désappris ça. Et l'hypnose permet de faire ça. Finalement, l'hypnose, ou ce genre d'approche, ce n'est que ça, le principe. Mais on va l'explorer un peu plus loin pour pouvoir bien le comprendre. Quand vous repoussez une émotion, vous repoussez le problème, vous avez un problème, casse-pied, hein, pas dire autre chose, et il est peut-être là depuis très longtemps, 10 ans, 20 ans, depuis que vous êtes bébé, on ne sait pas où ça part, hein, mais des fois c'est des trucs qui sont là depuis très très longtemps. Et on repousse ce machin, et ça revient cycliquement. Et moins on trouve la solution, enfin, plus le temps passe sans trouver la solution, plus le truc s'amplifie. Plus le truc devient gros, plus le truc devient lourd. Hein, et on continue à le repousser. En fait, c'est un peu le phénomène du déni. C'est que si on dit non, ben c'est pas vrai, j'en veux pas, ou on fait semblant que c'est pas là, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'écoute, finalement, de ce que le problème nous propose, de ce que cette limitation nous offre comme liberté,
hein, si on n'entre pas dans ce mouvement, dans ce chemin, le truc va s'amplifier, va s'aggraver. L'inconscient va continuer, mais il n'entend pas, donc il en met plus, d'accord? Alors un jour vous avez mal au pied, et puis 6 mois après vous avez mal à la jambe, une année après vous avez mal tout le dos, parce que vous n'écoutez pas le truc. Vous ne suivez pas le chemin qui est proposé. Bon, enfin, c'est pas de votre faute, hein, il faut le comprendre, il faut arriver à le capter, hein, c'est pas une accusation. Donc on est tous un petit peu dans cette logique, il y a un truc négatif, j'en veux pas, je mets mon attention, non, 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 surtout pas. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que dans cette possibilité de transformation, on va requérir ce qu'on appelle aujourd'hui, avec un peu la mode, du lâcher-prise. On dit qu'il faut lâcher prise. Super, ben oui, on va lâcher prise, génial. Mais on fait ça comment? Lâcher prise, c'est cool, hein. L'idée, c'est sympa. Avec des pensées, ça fait sourire. Mais putain, on fait comment? Ce truc-là. Surtout quand on a un gros machin qui devient de plus en plus pire, quoi. Donc lâcher prise avec ça. Ok. Peut-être la première chose à accueillir ou à imaginer, c'est que le problème n'est pas réel, en fait. Les problèmes ne sont pas dans la réalité factuelle. Même si vous avez pris une plaque de plâtre qui est tombée du plafond, ici, alors oui, ça a eu lieu à un moment, à un instant T, le problème existait. Mais vous allez le prolonger dans votre vie chaque fois que vous allez prendre un couloir. Et là, le problème n'est plus là, on est d'accord. Donc le problème, en fait, que vous traînez avec vous, il a eu effectivement une source, à un moment donné, il était réel. Et puis, à partir de cette réalité, vous avez posé, ou votre inconscient a utilisé une émotion, une colle forte, posé une croyance, attention, danger. Mais à partir de là, le problème n'est plus réel, il est réel uniquement parce que vous y portez votre attention. Donc ça, c'est la première chose à, comment dire ça, à prendre acte de ça. Moi, je vois les problèmes souvent sous forme de pensée. Vous imaginez que vous avez des pensées, vous imaginez que vous pensez. D'ailleurs, il y a la fameuse phrase « je pense donc je suis ». Mais en réalité, c'est pas vous qui pensez. Votre pensée, elle se fait toute seule. La pensée, c'est un processus. Enfin, je sais pas vous, mais si c'est moi qui pensais, je prendrais des bonnes pensées. Je ne suis pas quand même assez crétin pour me faire des mauvaises pensées. Donc les pensées, c'est pas moi qui les décide. Donc la pensée, c'est pas moi qui pense. La pensée est un processus. En fait, moi je suis là, j'ai mon inconscient qui, en fonction de son vécu, m'envoie des pensées. Je dis, oh là, on se calme. Mais il ne se calme pas toujours. Surtout là où il y a des problèmes, là où il y a des émotions collées, là où il y a des croyances que c'est dangereux. Il m'envoie des pensées. Et je suis traversé par des pensées qui sont un processus. Imaginez un instant que vous êtes un arbre. Vous êtes un arbre bien planté. Vous avez des racines profondes. Grâce à ces racines, vous pouvez puiser dans la terre toute la nourriture et la force dont vous avez besoin pour pousser, pour vous déployer. Et vous avez des feuilles. Et de temps en temps, ou peut-être même souvent, un vent vous traverse. Des fois c'est un vent du nord, des fois c'est un vent du sud, des fois c'est un vent qui vous fait frissonner un peu, et puis des fois c'est un vent qui vous bouscule. Okay? Les pensées c'est ça, c'est le vent qui traverse l'arbre. Si vous pouvez visualiser ça, vous dites, ok, ça me traverse. Cool, ok. Enfin, cool, pas toujours cool, mais enfin, ça me traverse. C'est pas moi. Ok? Donc, à partir du moment où vous pouvez porter ce regard-là, votre problème, il perd en intensité. Votre problème, c'est juste un vent qui est en train de vous traverser. Ok? Et ce vent, bah, vous fait vibrer, il vous rend vivant. Okay? Il vous permet de goûter
aussi au frémissement de vos feuilles. Et quand il n'y a pas de vent et que vous êtes juste en train de prendre le soleil et de faire votre photosynthèse personnelle, vous êtes bien et vous vous déployez de plus en plus. L'idée, c'est ça. Hein. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça, en fait? Il faut dire aussi que quand on parle de problèmes, ben, il y a toutes sortes de problèmes. Il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes comportementaux. Vous voyez la différence? Problème physique, j'ai mal quelque part, j'ai une maladie. Problème psychologique, j'ai pas le moral, j'ai pas confiance en moi, je suis nul, etc. Les problèmes comportementaux, ben, je bois mon whisky tous les soirs, puis je bois pour que je bois, enfin bon, voilà. Les addictions, les gens super stressés, nerveux, etc. Souvent, ces problèmes, il peut y avoir même des problèmes aussi un petit peu existentiels, identitaires. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là, etc. Ou bien, je ne suis pas bien dans ma peau parce que je ressemble trop à mon papa. Ça me fait penser à quelqu'un. Ou bien, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de problèmes. Il y a plein de zones dans lesquelles on peut repérer des problèmes. Mais en fait, tous ces problèmes, toutes ces manières de se confronter à soi finalement, toutes ces manières de laisser émerger des émotions, des sources de mal-être, sont toutes des opportunités de trouver qui on est. Sont toutes des opportunités de prendre un chemin, de se mettre en mouvement vers les émotions positives, vers la réalisation, l'épanouissement de soi. Et quand on considère le truc comme ça, on se dit, mais merci le problème. Le problème est une bénédiction. Le problème est la manifestation juste d'un début de mouvement. Ça me dit juste, ça me donne la direction. Si on fait tout ce qui est facile, on n'avance pas. Si on peut dépasser, alors il faut y aller mollo, hein, au début, parce que si on est là, on veut aller là-bas, ça paraît impossible. Mais donc on peut voir la direction puis aller juste à côté. Ce qui est possible. Et en faisant ce qui est possible, on se renforce et on peut aller toujours plus loin. Donc on rentre dans un mouvement. Et à propos de ce mouvement, il y a quelque chose d'important, deuxième qualité du problème, on va dire, c'est que le problème vous donne la première impulsion. Le problème, à un moment donné, devient insupportable. Il est trop lourd, il y en a marre. Hein. Ça fait trop longtemps que ça dure, j'en peux plus. C'est ce qui nous met en route. On dit, il faut que je trouve quelque chose, un thérapeute, il faut que j'aille à un salon, voir si je trouve des magiciens qui vont me régler ça. Un hypnothérapeute qui va me faire tac, et le problème est parti. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Même si des fois ça y ressemble. Et la première impulsion, c'est donc, j'en ai marre. Le problème, j'en peux plus. Ça vous donne, c'est ce qu'on appelle s'éloigner d'eux. Hein, c'est une phase de l'évolution. Donc le truc devient suffisamment insupportable pour vous dégager. Non, ce truc, je ne veux plus. Hein. Mais on a vu qu'en faisant ça, on maintient l'attention là-dessus. Okay. Alors, on s'éloigne un peu, puis quand on s'éloigne un peu, ça va mieux. Ça va un peu mieux. Hein. On n'est pas là-bas encore, mais ça va un peu mieux. D'accord ? Et souvent, quand ça va un peu mieux, on se dit « Oh, ben, finalement, c'est pas si mal. Hein. » C'est le problème yo-yo des régimes ou des arrêter de fumer. Alors, tout d'un coup, on fume moins. Et puis, comme on fume moins, bon, on dit « Oh, ben, c'est cool maintenant. » Et puis après, on se remet à fumer plus, on se remet à prendre des kilos et on retombe. Donc, oh non, j'en peux plus, c'est bon, je suis vraiment trop bête. Et puis, on repart. Et ça, c'est le phénomène yo-yo. D'accord ? Donc la première impulsion, c'est la répulsion du problème. La première impulsion de mouvement, hein, on est d'accord. On a une répulsion face au problème, ça donne une énergie de s'en dégager. Ce qu'il y a, c'est que si à ce moment-là, on ne met pas en route une deuxième impulsion, on va retomber. Donc l'idée de l'hypnose, ou de toute thérapie en fait, c'est de prendre la personne à ce moment-là. Elle a fait déjà toute seule, quand une personne vient me voir, elle a fait déjà toute seule ce premier chemin, en disant je veux plus ça, je veux plus, j'en peux plus, c'est vraiment... Voilà, donc elle en est là, elle arrive en thérapie là. Et nous, on va prendre le truc en route,
le mouvement, cette dynamique de mouvement, on la prend en route pour créer l'attraction. Répulsion du problème, un bout du chemin, on est détaché, et après on a ce qu'on appelle les thérapies orientées solutions, hein, où on va effectivement, on va pas tellement étudier le problème, on va un peu le décortiquer dans la structure, mais on va orienter vers le nouveau fonctionnement, la nouvelle version de vous-même, qui va à ce moment-là devenir tellement attractive que vous allez oublier le problème et vous allez être aspiré pour la deuxième partie du chemin. Ça, c'est l'idée. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser la structure du problème. Ça, c'est hypnose, hein? Hypnose, PNL, les genres de trucs que je fais. On va étudier la structure du problème. Votre cerveau est unique et incomparable. Vous avez tous, on a tous, hein, moi aussi, on a tous une manière de codifier nos émotions, de codifier nos expériences. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, ils ont des images, etc. D'autres qui sont plutôt auditifs, ils ont plutôt des petites phrases, ou des musiques, ou des trucs. D'autres qui sont plutôt kinesthésiques, hein, ils ont plutôt un ressenti, ils vont plutôt ressentir les gens, ils vont avoir du feeling, comme on dit. Donc ils ressentent des choses. Donc on a, ça c'est déjà les trois grands groupes. Après il y a plein de manières vraiment hyper personnelles d'avoir sa construction mentale. Vous avez toutes et tous, je sais par expérience, et j'en fais partie aussi, des petites phrases personnelles, récurrentes. Généralement pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est très personnel. Il y en a un qui va dire je suis trop nul, et puis l'autre il va dire je suis vraiment trop con. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas pareil, hein. C'est vraiment spécifique. Et puis un il va associer une couleur noire, l'autre une couleur marron, l'autre une couleur bleu sombre, enfin voilà, ou jaune, hein. C'est pas forcément sombre. Ce que je veux dire c'est qu'on a vraiment tous une structure. Puis après, vous avez peut-être, il y en a qui ont des petits nains, d'autres des oiseaux, d'autres des échelles, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment tout ce que vous retrouvez dans les rêves. Et ça, on n'a pas l'habitude de travailler avec ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la structure du problème. C'est comment vous tenez le problème en place. Prenons un exemple. Une insomnie. Quelqu'un qui est insomniaque. En fait, pour être insomniaque, il faut être un hyper spécialiste. Il faut avoir des compétences d'insomniaque pour garantir une insomnie régulière et sans faille toutes les nuits. Donc, il y a une stratégie interne, inconsciente, qui permet toutes les nuits, à 4 heures du matin, je me réveille et j'ai le carrousel qui se met. C'est une compétence. Moi, je ne l'ai pas, par exemple. J'ai pas cette même compétence-là. J'en ai d'autres hein, qui m'embêtent. Mais on a des compétences. C'est une compétence. Okay? Cette compétence, elle est basée sur une structure. C'est-à-dire que la personne, comment ça se passe dans sa tête pour qu'à 4 heures du matin, elle se réveille et ça commence à partir. Alors, est-ce qu'elle a des images? Est-ce qu'elle a des sons? Est-ce qu'elle a des sensations physiques? Dans quel ordre? Est-ce que c'est d'abord un truc? Quels sont les déclencheurs, etc. Ça, c'est la structure. En fait, on va prendre cette structure dans laquelle elle est hyper compétente, cette personne, et on va prendre juste la structure. C'est comme si on avait une espèce de grille, comme ça, qu'on décolle du problème, et on va utiliser la même grille pour la mettre dans la solution. C'est-à-dire son hyper compétence en sommeil, on va la télécharger, imaginez un nouveau programme qui remplace un ancien sur un ordinateur, on va télécharger ça dans l'objectif. Alors il y a un petit temps, comme sur les ordinateurs, il y a une petite barre bleue là, qui défile, ouverte. Et puis après, c'est téléchargé. Alors bon, en fait c'est hyper rapide. Hein. Quand on travaille avec l'inconscient, c'est instantané et définitif. Pourquoi est-ce que ça a l'air de prendre du temps alors? Parce que
dans l'inconscient, dans la couche profonde, c'est instantané, définitif. Ça doit passer dans le subconscient, le filtre, un peu l'interface, et puis après il y a le conscient qui dit « Oh, c'est trop facile, non, ça peut pas, non, ça peut pas ». Donc en fait, l'inconscient, il va faire son job de transformation, il télécharge le programme, il vire l'ancien, etc. Il fait la mise à jour, hein, sur un ordinateur. Et puis après, il présente la mise à jour au subconscient, qui dit « Ah ouais, mais c'est pas les mêmes icônes, c'est pas les mêmes menus, attends, il faut que je m'adapte, etc. » Puis après, ça arrive au conscient, qui lui dit « Il faut que je l'essaye quand même, ce nouvel ordinateur, ce nouveau programme. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, le deuxième boulot de l'inconscient, c'est d'envoyer des signaux au conscient pour que le conscient apprenne et s'habitue au changement. Et souvent, le temps qu'il faut pour le changement, c'est le temps d'adaptation du conscient à la transformation qui a été faite inconsciemment. Et ça prend 2 heures, 2 jours, 2 minutes. Voilà. Si ça prend 2 semaines, franchement, c'est que vous n'avez pas travaillé à la bonne zone. Parce qu'on ne trouve pas tout de suite forcément la racine. Hein. On ne trouve pas tout de suite forcément la bonne structure. Il y a peut-être un truc qui nous a échappé. Mais quand on fait le truc correctement, bien, et que ça marche bien, on a vraiment cette transformation qui est complète et définitive. Donc en fait, il n'y a plus d'effort à faire. Ça devient votre nouvelle nature, le nouveau fonctionnement habituel. Ce qu'on va faire en hypnose avec d'autres méthodes, c'est qu'on va utiliser l'état hypnotique, une fois qu'on a bien compris la structure, on va projeter cette structure, on utilise l'état hypnotique pour que la personne se projette dans le futur. Comment c'est quand je vais bien? Comment c'est quand j'ai le dos souple? On ne dit pas comment c'est quand j'ai pas mal au dos, parce que là vous recréez le mal de dos plus loin. On n'utilise jamais la négation. Mais pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, comment c'est quand je dors comme un bébé? Oh, c'est trop bien. Voilà, hein? Et on amplifie ça. Donc on va faire une projection. On le fait de manière hypnotique, c'est-à-dire en transe plutôt profonde, de manière à ce que ça s'imprime profondément comme une expérience vécue. C'est une expérience vécue. Et la personne qui revient de cette expérience, elle revient avec ce qu'on appelle joliment un souvenir du futur. C'est-à-dire une expérience vécue du truc, de la situation réussie, du nouveau soi-même. Et ça, c'est vraiment très, très puissant. Donc, j'essaie de lire mon papier, mais j'ai pas mes lunettes. Rien, ça ressemble à rien, cette présentation. Bon. Donc je vais quand même prendre un peu ça. Donc je voulais juste reprendre un tout petit peu l'idée du principe dynamique, puisqu'on a parlé du principe dynamique de changement, on a parlé donc de repousser le problème et de s'orienter vers la solution, ces deux énergies, hein. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la première énergie, on est dans une situation de repli. On est replié sur soi, un peu, on va dire nombriliste, mais enfin on est vraiment focalisé sur le problème qui va nous... Même quand on s'en éloigne, on est très focalisé là-dedans, donc on est coupé du monde, très seul, très solitaire, hein, très replié, comme ça. Et dès le moment où on commence à s'orienter vers autre chose, la physionomie change, on commence à devenir, on prend conscience qu'on est un arbre, et ça c'est trop bien, j'adore les arbres. Et on est donc dans cette dynamique qui fait que non seulement on est en train de bouger par rapport à ce qui nous limitait, hein, je reviens à ce que je disais au début, c'est vraiment l'expérience de la limite, qui nous permet d'expérimenter la liberté. Si on n'avait pas de limite, il n'y aurait pas de liberté. Si on ne bossait pas, on n'aurait pas de vacances. C'est pareil. Hein. Donc on a vraiment cette expérience du contraste qui nous permet de jouir de la liberté. Merci les problèmes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on arrive dans cette deuxième partie?
pour vous faire envie. Hein. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce qu'il y a un truc quand même qui est important. C'est que des soucis, des problèmes, des choses qui nous tracassent, qui nous grattent, qui nous embêtent, on en a quand même pas mal. Là. Et puis on en a depuis longtemps. Et puis finalement, on connaît bien ça. Et même si c'est inconfortable, c'est un monde connu. Hein. Et puis ça nous motive, tous ces problèmes. Hein. Ça nous fait bouger. Mon problème, il me pousse en avant. Il me donne en tout cas l'impression de me pousser en avant. Bouge-toi, Philippe, reste pas comme ça, etc. Donc c'est un truc qui nous met en œuvre. En même temps, peut-être ça nous protège aussi. Donc j'ai ce problème, donc je suis timide, eh ben, les filles ne me regardent pas, comme ça je pourrais voilà. Donc plutôt, si je reste un peu discret, si je passe inaperçu, eh ben, j'aurais peut-être pas beaucoup d'amis, mais il n'y a personne qui va m'engueuler ou qui va me crier contre. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème, il a aussi son sens, il n'est pas là pour rien. Donc on est habitué à ça. Et le problème, il nous motive quand même à avancer. Qu'est-ce qui se passe quand le problème n'est plus là? Quand vous n'avez plus de problème, quand vous avez tout réglé, vous allez vous embêter. Un autre problème qui sort. Alors, on ne s'embête pas quand on n'a plus de problème. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a plus la même motivation. On continue, donc je suis dans la dynamique du mouvement. La dynamique du mouvement, dans un premier temps, elle est par répulsion. Si on prend un seul problème, c'est ça. Répulsion, attraction de la solution. Mais globalement dans la vie, c'est plein de problèmes, donc plein de répulsions qui nous rendent vivants quand même. On est attaché à nos problèmes. On aime bien. Puis on peut se plaindre. C'est cool. Donc qu'est-ce qui va me dynamiser? Comment je vais faire des choix si c'est plus par rapport au problème? Alors ce qu'il y a de génial, c'est que quand on arrive là, vous commencez à percevoir une intuition. C'est-à-dire que ce n'est plus les problèmes qui vous dirigent, c'est l'intuition. Vous commencez à entendre le soi. Vous commencez à sentir le soi, la conscience, qui vous enveloppe ou qui est à l'intérieur, on s'en fout, mais la conscience. Et cette conscience dit, mais c'est là qu'il faut aller, ou là, plutôt là, ou peut-être un peu les deux. Et si j'allais partout en même temps? Il y a de nouvelles possibilités, de nouveaux fonctionnements qui se mettent en route, de nouvelles perspectives qui s'ouvrent par rapport à nos fonctionnements plus habituels, on va dire, du problème. Et en fait, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est ça qui est devenu si important et qui est devenu le fil rouge ou l'axe de mes accompagnements thérapeutiques, parce que je ne suis plus, comme il y a quelques années, focalisé avec la personne sur son problème, en disant « la pauvre chérie est en train de vivre ça, c'est terrible, on va régler ça ». Non, mais quelle chose. Bon, des fois, les clients me regardent des fois des yeux comme ça, parce qu'ils arrivent avec leur truc, des fois épouvantable. Je dis « oh, c'est cool ». Ils me regardent en disant « c'est pas possible ». Alors après, je leur explique. Je dis « vous vous rendez pas compte la chance que votre inconscient est en train de vous donner, et on va l'utiliser. Et vous allez voir, ça va créer le plafond. » Donc c'est une autre approche, vraiment une toute autre approche. Et je vais terminer juste cette présentation, parce que je ne peux pas plus, en fait je suis assez bavard. Vous avez peut-être remarqué que les hypnothérapeutes, a priori, c'est un métier de bavard, c'est un métier qui utilise la parole, donc c'est un métier que j'adore. Et donc juste quelques mots sur les différentes techniques que j'utilise. L'hypnose, vous en avez une idée, hein? On va, et voilà, enfin, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus. J'utilise la PNL, qui est une forme d'hypnose remodélisée de manière un peu plus pratique. On va utiliser le corps, on va utiliser des symboles, on va utiliser le langage non verbal, on va utiliser plein d'autres choses. C'est une forme d'hypnose qui n'en a pas l'air, c'est la PNL. Ensuite, j'utilise une méthode que j'adore, c'est la méthode du changement rapide. Ça a été développé il y a un peu moins de 10 ans par des jeunes chercheurs français, chercheurs, thérapeutes et pénalistes, qui ont
comme tête de file aujourd'hui un gars qui a vraiment pris ça en main, qui est super. Donc qui ont réussi à faire une sorte de concentré d'hypnose. Vous prenez l'hypnose, vous prenez la PNL, vous les mélangez, vous faites un shaker, vous mettez tout ça comprimé, ça vous donne un truc, une petite pilule hyper puissante que vous mettez dans un faisceau laser et ça c'est changement rapide. Généralement, en une séance, on dégomme des trucs incroyables avec ça, mais ça ne s'applique pas à tout, donc c'est des outils différents. J'utilise également une méthode très peu connue qui s'appelle la méthode Sedona, qui est une spécialisation, un truc spécifique pour lâcher prise. Lâcher prise, c'est se désidentifier de ce qu'on croit être, prendre du recul par rapport à l'identité et rejoindre le soi. Donc c'est des protocoles de questionnement qui amènent à ça. Et quand on voit sa vie depuis l'extérieur, comme si vous étiez en train de flotter sur un nuage et puis que vous vous voyez en bas sur la planète comme ça, avec votre petit problème à côté, enfin, qui est gros quand vous êtes dedans, mais à distance, oh, puis ça vous fait un petit pincement au cœur, vous avez la tendresse, la bienveillance, et puis vous êtes juste détaché, c'est cool. Alors là, vous vous sentez comme un arbre avec un vent qui vous traverse, et c'est juste agréable. Ça chatouille un peu. Et puis, autrement, d'autres méthodes, comme le zéro mental, qui permet de stopper les pensées. Ça, c'est un truc assez génial. Et ce que j'appelle reprogrammation mentale. Alors, c'est un petit peu un terme un peu pompeux, mais vous avez compris que dans toutes ces techniques, on reprogramme le mental profondément. Alors, à part ça, je donne des cours d'auto-hypnose, des cours de reprogrammation mentale, également. Si ça vous intéresse, ici. Et donc, toutes ces méthodes vont permettre d'accompagner les gens en fonction de là où ils en sont et en fonction de leur grille, leur spécialisation, leur compétence en problème, qu'on va pouvoir transposer en compétence de solution. Et tout ceci nous amène simplement, au mot de la fin, vous trouvez bonheur, vous n'arrivez pas à le dire, c'est que ça nous amène tout simplement à profiter et à jouir de la parfaite imperfection de la vie. Merci de votre